Le puits se trouvait à la lisière des deux propriétés depuis si longtemps que personne ne se souvenait vraiment qu'il avait creusé. Le vieux bois de son auvent avait noirci avec le temps et les pluies. La corde du treuil grinçait, comme si elle se plaignait à chaque remontée du seau. Mais l'eau y était pure, glacée, et les jours de canicule, elle suffisait à tout le monde. Bien que les MacGregor et les Finch préférassent feindre de s'ignorer mutuellement. Clara arriva au puits sur une vieille jument que son père songeait à vendre depuis longtemps, sans jamais s'y résoudre. La jument était calme, peu farouche, et Clara l'aimait pour le silence qu'elle pouvait partager avec elle. Aujourd'hui, son père l'avait envoyé chercher de l'eau car son petit frère s'était encore enfui avec ses amis, et sa mère était occupée par la lessive. Clara n'y voyait pas d'inconvénient. Elle aimait être seule, loin de la maison où quelqu'un exigeait, demandait ou rappelait toujours quelque chose. Elle mit pied à terre, attacha la jument à un vieux poteau et s'approcha du puits. Le seau reposait, retourné sur la margelle. Clara le redressa, l'accrocha au crochet et commença à le descendre. La corde était rêche et écorchait ses paumes, mais elle y était habituée. Au loin, un oiseau criait, et le vent bruissait dans les herbes sèches. Rien d'autre ne troublait le silence. Elle entendit un bruit de sabots au moment où son seau touchait l'eau. Elle se retourna, et son cœur rata un battement. Le cavalier venait des terres des MacGregor, grand coiffé d'un chapeau sombre à large bord, vêtu d'un gilet de cuir sur une chemise délavée. Son cheval était un bail de race aux poils lustrés, le genre de monture qu'on ne voyait pas chez les Finch. Clara sut immédiatement de qui il s'agissait, même si elle ne l'avait vu que de loin, à la foire ou en ville. Jesse MacGregor, le fils aîné, celui dont son père parlait toujours avec une colère à peine contenue. Clara serra les dents et continua de remonter le seau. Elle n'allait pas partir simplement parce qu'un MacGregor était là. Le puits était commun. Il en avait toujours été ainsi. Jessie s'approcha, arrêta son cheval à quelques pas d'elle et descendit. Clara ne le regardait pas, mais elle sentait sa présence, comme si l'air s'était épaissi autour d'elle. Il retira son chapeau, passa une main dans ses cheveux et l'accrocha à sa selle. « Bonjour », dit-il à voix basse. Sa voix était grave, calme. Clara Trouille hocha la tête sans lever les yeux. « Bonjour ». Elle hissa le seau, le posa sur la margelle et puisa de l'eau avec la louche qui était toujours suspendue à un clou. Elle but, puis s'essuya les lèvres du revers de la main. Jessie se tenait là, attendant. Clara sentait son regard sur elle, mais n'osait pas le croiser. « Que t'en sens, hein ?» demanda-t-il. Elle secoua brièvement la tête. « Coton 652. Coutoxy 53. » Clara versa l'eau d'eau, ça se faire chaud dans sa gourde, en s'efforçant de ne pas en renverser une goutte. Ses mains tremblaient légèrement, et elle ne comprenait pas pourquoi. Jessie se tenait près, trop près. Elle sentait une odeur de cuir, de sueur, de cheval et quelque chose d'autre, d'âcre, de boisé. Sans doute son savon. Quand la gourde fut pleine, Clara se décida enfin à le regarder. Et le regretta aussitôt. Il avait les yeux gris, clairs, presque argentés, avec un cercle plus sombre autour de l'iris. Elle n'avait vu de tels yeux qu'une seule fois dans sa vie, chez son grand-père, mort quand elle avait 7 ans. Mais ceux de son grand-père étaient de bons, fatigués. Ceux de Jessie étaient attentifs, inquisiteurs. Il la regardait comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose écrit en tout petits caractères. « Qu'est-ce qu'on fait un caca, dit-il. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Elle hocha la tête, essayant de cacher les battements précipités de son cœur. « Oui, et vous êtes Jesse MacGregor. » Il eut un demi-sourire, juste un coin de la bouche qui se souleva. « On dirait bien, nous faisons donc enfin connaissance. »« Nos familles ne font pas connaissance, » dit Clara, d'une voix basse, mais ferme. « Code 658, code 661, » répondit-il.
Côte 660. Clara recula d'un pas pour lui laisser la place. Jessie la remercia d'un signe de tête, prit le seau et commença à le descendre. La corde grinça. Clara restait là, incapable de bouger. Elle aurait dû détacher sa jument, se mettre en selle et partir. Mais ses jambes refusaient de lui obéir. « Que t'es 161 » demanda Jessie sans se retourner. « Que 361 que t'es 600 » Il remonta le seau, puisa de l'eau caustique avec la louche et but à grande goulée. Puis il s'essuya la bouche et se tourna vers elle. « Kotikinkia » dit-il. « Kotehimenken koteosietnikia » demanda Clara avant d'avoir pu réfléchir. Jessie sourit, un vrai sourire cette fois. « Parce que vous êtes une Finch et je suis un MacGregor. C'est comme le hao et le feu. Ils ne sont pas faits pour se mélanger. » Le haut éteint le feu, objecta Clara. Ou le feu évapore l'eau. Ils se regardèrent pendant plusieurs longues secondes. Clara sentit ses joues rougir et s'en voulut. Elle n'était pas du genre à perdre la tête pour le premier beau garçon venu. Mais Jessie n'était pas n'importe qui. Il était un MacGregor, le fils de l'homme qui, selon son père, avait volé aux Finch leurs droits sur le Hio, les avait trompés, avait soudoyé un juge et les avait laissés sans rien. « Je dois y aller », dit-elle en détournant le regard. « Bien sûr », répondit Jessie. « Désolé de vous avoir retardé. » Clara hocha la tête, détacha sa jument et sauta en selle. Jessie se tenait près du puits, adossée à la margelle, et la regardait. Elle tira sur les rênes, fit demi-tour et s'éloigna sans se retourner. Mais elle savait qu'il la suivait toujours du regard. Elle le sentait dans sa nuque, dans son dos, dans chaque fibre de sa peau. À la maison, son père était assis sur le perron en train de réparer un ornet. En voyant Clara, il leva la tête. « Tu en as mis du temps, » grogna-t-il. « Le puits est à sec. »« Non, » répondit Clara en descendant de cheval. « Je suis juste rentré doucement. Il fait chaud. » Son père eut un grognement et se pencha de nouveau sur son travail. Clara porta la gourde à l'intérieur et la posa sur la table. Sa mère pétrissait la pâte, s'épongeant le front du revers de la main. « Merci, ma chérie, » dit-elle. « Serre-moi un verre, s'il te plaît. » Clara s'exécuta. Sa mère but avidement et la remercia d'un signe de tête. Clara se rendit dans sa chambre, ferma la porte et s'assit sur son lit. Son cœur battait toujours plus vite que la normale. Elle ferma les yeux, tenta de se calmer. Mais son image revenait sans cesse. Jessie, ses yeux gris, son sourire, sa voix, la façon dont il se tenait près du puits, avec assurance et calme, comme si le monde entier lui appartenait. Elle ne devait pas penser à lui. C'était mal, dangereux, stupide. Mais elle y pensait quand même. Jessie rentra chez lui vers le soir. Son père l'attendit au portail, l'air sombre, son éternel cigare aux lèvres. « Où est-ce que tu traînais ?» demanda-t-il. « J'étais au puits, » répondit Jessie en mettant pied à terre. « Celui à la lisière ?»« Oui. » Son père cracha sur le côté. « Fais en sorte que les Finch n'y rôdonnent pas. C'est notre puits. »« C'est un puits commun, » dit calmement Jessie. « Ça a toujours été comme ça. » « C'était, » concéda son père, jusqu'à ce qu'ils commencent à revendiquer leurs droits. Bientôt, ils exigeront qu'on les paye pour les tours. Jessie ne dit rien. Discuter avec son père était inutile. Le vieil homme était têtu comme une mule et ne changeait jamais d'avis. La querelle avec les Finch avait commencé avant même la naissance de Jessie, pour une histoire de terre, d'îles et d'autres choses que tout le monde avait oubliées depuis longtemps. Mais la rancœur était restée, transmise de génération en génération, comme un nom de famille. « Kot aussi dit Jessie en
Il avait menti, il ne savait pas pourquoi, mais il avait menti. Son père hocha la tête, tourna les talons et se dirigea vers la maison. Jesse conduisit son cheval à l'écurie, l'abreuva, le brossa et le nourrit. Il travaillait lentement, l'esprit ailleurs. La voix de Clara résonnait encore dans sa tête. Douce, un peu tendue, mais ferme. Nos familles ne font pas connaissance. Elles se font la guerre. Jesse eut un sourire ironique. Elle avait raison, mais il n'avait pas l'intention de faire la guerre. Pas avec elle. 3 jours passèrent. Clara essayait de ne pas penser à sa rencontre au puits, mais ses pensées y revenaient sans cesse. Elle se surprenait à se souvenir de son regard, de sa voix, de la façon dont il se tenait adossé à la margelle. C'était absurde. Elle ne l'avait vu que quelques minutes. Mais ces quelques minutes s'étaient ancrées dans sa mémoire, comme une écharde impossible à retirer. Le 4e jour, son père l'envoya de nouveau chercher de l'eau. Son petit frère s'était encore enfui, et son frère aîné était parti en ville. Clara prit la gourde, sella la jument, et se dirigea vers le puits. Son cœur battait plus fort que d'habitude. Elle se disait que c'était à cause de la chaleur, de la chevauchée rapide, mais elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Quand elle arriva au puits, Jesse était déjà là. Il était assis sur la margelle, à l'ombre de l'auvent, et taillait quelque chose avec un couteau. En entendant le bruit des sabots, il leva la tête et sourit. « Côte Chinocatus » dit-il en se levant. Clara mit pied à terre, s'efforçant de cacher son trouble. « Bonjour. On dirait que nous avons encore choisi le même moment, » remarqua Jesse en rangeant son couteau dans son fourreau à la ceinture. « On dirait » acquiesça Clara. Elle s'approcha du puits et prit le seau. Jesse s'écarta pour lui laisser la place. Elle descendit le seau, le remonta, versa l'eau dans sa gourde. Ses mains ne tremblaient qu'un plus. Elle était plus calme que la dernière fois. Ou peut-être se contrôlait-elle mieux. Côte 696, demanda-t-elle sans lever les yeux. Côté 697, côté 698. La question lui avait échappé. Clara se mordit la lèvre. Mais il était trop tard. Jesse eut un petit rire. Côté 692. Clara se figea, la gourde entre les mains. Elle leva lentement les yeux. Il la regardait avec la même attention, mais il y avait maintenant autre chose dans son regard. De l'intérêt, de la curiosité, peut-être même une pointe de tendresse. « Pourquoi » demanda-t-elle à voix basse. Jesse haussa les épaules. « Parce que je n'arrête pas de penser à vous. » Les mots restèrent en suspens, lourds et impossibles. Clara ne savait que répondre. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que le monde entier pouvait l'entendre. « Que t'as-t-il 2 sorts, dit-elle enfin. « Que t'es en centre yaoa, répondit Jesse. « Que t'es en 4. » Clara détourna le regard et referma sa gourde. Ses doigts tremblaient de nouveau. « Que t'es dedans dans 5 ou que t'es en 6 ?» Elle ne répondit pas. Elle détacha sa jument et monta en selle. Jesse se tenait près d'elle, la regardant d'en bas. Elle s'autorisa enfin à croiser son regard. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. Il hocha la tête. « Alors j'attendrai, au cas où. » Clara fit faire demi-tour à sa jument et s'éloigna. Cette fois, elle se retourna, une seule fois, rapidement. Jesse était toujours près du puits, la suivant du regard, et elle sut qu'elle reviendrait. Jesse n'avait pas l'intention d'avouer à son père qu'il était retourné au puits. Le vieil homme n'aurait pas compris. Pour lui, les Finch étaient un des ennemis, un point c'est tout. Peu importait que la guerre ait commencé 20 ans plus tôt, à cause de papiers sur l'eau qui avaient été perdus, volés ou falsifiés. Peu importait que la moitié de l'histoire ait été oubliée et que l'autre moitié soit enjolivée de mensonges. Une seule chose comptait. Les MacGregor et les Finch ne se parlaient pas. Jamais. Mais Jesse ne pouvait pas l'oublier. Il se souvenait d'elle, debout près du puits, dans une simple robe délavée couleur rose poudrée, ceinturée à la taille par une lanière de cuir usé. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude.
révélant des bras bronzés et forts. Les bras de quelqu'un habitué au travail. Ses cheveux sombres, presque châtains, étaient rassemblés en une tresse qui tombait sur son épaule. Quelques mèches rebelles s'échappaient sur son front et son cou. Elle ne les remettait pas en place. Soit qu'elle ne le remarquait pas, soit qu'elle n'en voyait pas l'utilité. Le visage de Clara n'était pas comme celui des filles de la ville qu'il croisait à la foire, ni pâle, ni poudré. Sa peau était légèrement hâlée, avec de discrètes taches de rousseur sur le nez. Elle avait les pommettes hautes et un menton volontaire. Mais ce qui l'avait le plus frappé, c'était ses yeux, bruns, sombres, profonds, comme des gouffres dans une rivière où l'on hésite à regarder, ne sachant ce qu'on trouvera au fond. Il y avait en eux un sérieux inhabituel pour son âge, comme si elle avait vu plus de choses qu'elle n'aurait dû, ou simplement qu'elle réfléchissait beaucoup à ce que d'autres préféraient taire. Quand elle le regardait, Jessie sentait quelque chose se nouer en lui. Pas de la peur. Autre chose, le désir qu'elle continue de le regarder, qu'elle ne détourne pas les yeux, qu'elle sourit, ne serait-ce qu'une fois, même à peine. Il retourna au puits chaque jour. Il trouvait des prétextes pour quitter le ranch, vérifier un cheval, inspecter les clôtures, ou simplement faire une promenade. Son père grognait, mais sans vraiment chercher à en savoir plus. Il avait ses propres affaires, ses propres soucis. Jessie était le fils aîné, responsable, fiable. S'il disait qu'il partait pour une bonne raison, c'est que c'était le cas. Les 2 premiers jours, Clara ne vint pas. Jessie s'asseyait près du puits, attendait, taillait des bouts de bois avec son couteau, juste pour s'occuper les mains. Puis il remontait à cheval et rentrait, avec un étrange vide dans la poitrine. Le 3e jour, elle vint. Jessie la vit de loin, une silhouette sombre sur fond d'herbe brûlée, s'approchant lentement par le sentier familier. Son cœur fit un bond. Il se leva, épousseta son pantalon, ajusta son chapeau. Il s'efforçait de paraître calme, bien qu'à l'intérieur, tout en lui fût tendu comme une corde de violon. Clara s'approcha, mit pied à terre, attacha sa jument. Il la vit lui jeter un regard furtif, rapide, comme pour vérifier qu'il était bien là. Puis elle détourna les yeux et se dirigea vers le puits. « Côte 709 As », dit Jessie. « Côte 710 10 », répondit-elle à voix basse. Elle prit le seau, le descendit dans le puits. Jessie se tenait à côté, la regardant faire. Ses gestes étaient assurés, précis. Elle ne demandait pas d'aide, n'attendait pas que quelqu'un le fasse pour elle. Il appréciait cela. Les filles de la ville avaient toujours quelque chose d'affecté. Elles feignaient d'être faibles, sans défense, d'avoir besoin de protection. Clara était différente. Elle pouvait se défendre seule, mais il y avait en cela une force, une attraction dont il était impossible de se détacher. Quand elle remonta le seau, Jessie remarqua que sa robe était reprisée à l'épaule. Proprement, presque invisiblement, mais il le vit. Cela le toucha plus qu'il ne s'y attendait. Les Finch n'étaient pas riches, tout le monde le savait. Mais Clara n'en avait pas honte. Elle n'essayait pas de paraître autre chose que ce qu'elle était. « Vous venez tous les jours ?» demanda-t-elle en remplissant sa gourde. « Ces derniers temps, oui, » admit Jessie. « Pourquoi ?» Il eut un petit rire. « J'espérais sans doute vous revoir. » Clara s'arrêta un instant, puis continua de fermer sa gourde. « Côte 715, côte 706. » Elle leva enfin les yeux vers lui. Une lueur traversa son regard. De la surprise, de l'incrédulité, peut-être même une légère panique. Mais elle ne détourna pas les yeux comme les fois précédentes. Elle le regarda droit, honnêtement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez même pas. »« Je veux apprendre à vous connaître, » répondit Jessie. « Vous ne pouvez pas. »« Pourquoi ?»« Parce que je suis une Finch, et vous êtes un McGregor. »
Il fit un pas vers elle. Clara se tendit, mais ne recula pas. « Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé entre nos familles, » dit-il doucement. « Et vous non plus. Pourquoi devrions-nous en payer le prix ?»« Parce que le monde est ainsi fait, » répondit Clara. « On ne choisit pas sa famille. » « Non. Mais on peut choisir comment vivre. » Elle secoua la tête, mais son geste manquait d'assurance. C'était plutôt du doute. « Ce n'est pas si simple. »« Je sais, » admit Jessie. « Mais je ne demande rien de compliqué. Juste parler. Ici, au puits. Personne ne le saura. » Clara se mordit la lèvre. Une habitude qu'il avait déjà remarquée. Elle le faisait quand elle réfléchissait, quand elle hésitait. Il attendit, sans la presser. Il entendait le cri lointain d'un faucon, le bruissement du vent dans l'herbe. « Côte 7-1, » dit-elle enfin. « Côte 732. » Jessie hocha la tête, s'efforçant de ne pas sourire trop largement. « Eglunt. » Entendu. Ils s'assirent sur un mamoucha et s'attirent sur la margelle, à une distance respectable l'un de l'autre. Clara tenait sa gourde sur ses genoux, le regard perdu au loin. Jessie ne savait pas par où commencer. D'habitude, il trouvait facilement ses mots. Mais maintenant, tout ce qui lui venait à l'esprit lui semblait stupide, déplacé. « Côte 734 » demanda-t-il finalement. « Côte 735 » répondit Clara. « Côte 736, côte 77. » Elle hocha la tête. Le silence s'installa de nouveau entre eux, mais il était moins pesant cette fois. « Vous avez des frères et sœurs ?» demanda Jessie. « 2 frères, un plus jeune et un plus âgé. Et vous ?»« Un frère et une sœur, tous les 2 plus jeunes. »« Vous êtes donc l'aîné, » dit Clara. « Vous devez être responsable de tout le monde. »« Parfois, » admit Jessie. « Mon père pense que je devrais reprendre l'affaire. Le ranch, les terres, tout le reste. Mais je ne suis pas sûr d'en avoir envie. » Clara le regarda, surprise. « Pourquoi ?» Jessie haussa les épaules. « Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que la vie, ce n'est pas seulement la terre et le bétail, qu'il y ait autre chose ailleurs. Mais je ne peux pas partir. Mon père ne comprendrait pas. Et pour être honnête, je n'ai nulle part où aller. » Clara écoutait attentivement, sans l'interrompre. Jessie appréciait cela. D'habitude, les gens n'écoutaient pas. Ils attendaient simplement leur tour de parler. Mais elle était différente. « Kotsda 47 as, » dit-elle doucement. « Kotseta 48. »« Kotseta 49. » demanda Jessie avant de pouvoir se retenir. Clara secoua la tête. « Côte 750. » Il ressentit un soulagement si intense qu'il en fut lui-même surpris. Cela ne devrait pas le concerner. Mais c'était le cas. « Côte 750, » dit-il. « Côte 750. Côte 7 watch, » objecta Clara. « J'aïque tientinaish. » Jessie eut un petit rire. « Côte 5c. » Elle le regarda de côté, et un sourire à peine perceptible se dessina sur ses lèvres. Le premier qu'il voyait. « Pas toujours. J'ai juste l'habitude de réfléchir avant de parler. » « C'est une bonne qualité, » dit Jessie. « J'en aurais bien besoin. » Clara rit doucement, un rire bref, discret, mais qui résonna comme une musique. Jessie comprit qu'il était prêt à venir ici chaque jour, juste pour entendre ce son à nouveau. Ils parlèrent dans plus d'1 heure. Clara lui raconta sa vie à la ferme, comment elle aidait sa mère, s'occupait du potager, allait parfois en ville pour les courses. Jessie écoutait, posait des questions, essayait de mémoriser chaque détail. Il aimait sa façon de parler, simple, sans fioritures, mais avec une sorte de force intérieure. Elle ne se plaignait pas, n'accusait personne. Elle racontait simplement. Et,
Il y avait de la beauté là-dedans. Quand le soleil commença à décliner, Clara se leva. « Je dois y aller. Si je tarde, mon père posera des questions. » Jessie se leva aussi. « Vous reviendrez ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « Oui, mais je ne sais pas quand. »« J'attendrai, » dit Jessie, « chaque jour. » Clara le regarda longuement, un regard où se lisait le doute et autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, mais qu'il ressentait de toute son âme. « Ce n'est pas bien, » répéta-t-elle. « Je sais, » répondit-il, « mais ça m'est égal. » Elle détacha sa jument, monta en selle. Jessie regardait son départ, et pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il vivait vraiment. Pas seulement exister, pas seulement remplir ses obligations, mais vivre. Parce qu'il y avait désormais une raison de se lever le matin. Le lendemain, Jessie retourna au puits. Clara n'était pas là, ni le jour suivant. Il commença à s'inquiéter. Peut-être avait-elle changé d'avis. Peut-être que son père avait découvert quelque chose. Peut-être qu'elle ne voulait tout simplement plus le voir. Mais le 4e jour, elle vint. Jessie était assis sur la margelle, en train de sculpter un morceau de bois. En entendant les sabots, il leva la tête et la vit. Son cœur s'emballa. Il se leva, rangea son couteau. « Couteau 107, dit-il. »« À couteau 168, répondit Clara en descendant de cheval. « Côte 769. »« Côte 770. » Elle s'approcha, regarda ce qu'il sculptait. C'était une petite figurine d'oiseau, pas encore terminée, mais déjà reconnaissable. « Couteau 766, dit-elle doucement. « Couteau 772. » Clara sourit. De nouveau ce sourire rare, fugace. « Côte 713. » Jessie regarda ses paumes, rudes, calleuses, couvertes de petites cicatrices de travail. « Côte 764. »« Côte 766, » répondit Clara. Ils s'assirent de quelqu'un de nouveau près du puits et parlèrent encore. Cette fois, plus longtemps, plus librement. Clara lui parla de sa mère, de la façon dont elle lui avait appris à coudre, à cuisiner, à s'occuper du jardin. Jessie lui parla de son père, de la difficulté de discuter avec lui, de son envie parfois de tout quitter. « Côte 775, » dit Clara. « Côte au 107, côte tida. » Jessie la regarda, surpris. « Côte non, côte quacandanas, » répondit-elle calmement. Et à cet instant, Jessie comprit qu'il était amoureux. Pas seulement intéressé, pas seulement charmé. Amoureux. Vraiment. Profondément. Irrévocablement. Il ne le lui dit pas. Il ne le pouvait pas. C'était encore trop tôt. Mais il le savait. Et ce savoir le remplissait à la fois de joie et de peur. Parce qu'elle était une Finch. Et il était un MacGregor. Et entre eux se trouvait un abîme qu'il était impossible de franchir, sans tout détruire autour d'eux. Les semaines passèrent, et les rencontres au puits devinrent pour Clara une sorte de rituel secret. Elle venait 2 ou 3 fois par semaine, trouvant toujours un prétexte pour quitter la maison. Tantôt pour l'eau, tantôt pour vérifier les clôtures éloignées, ou simplement pour se promener. Sa mère ne posait pas de questions superflues. Elle avait toujours fait confiance à Clara. Son père, occupé par ses affaires, ne cherchait pas vraiment à savoir où sa fille allait, tant qu'elle rentrait à l'heure. Jessie était toujours au puits. Parfois, il arrivait en avance et attendait, sculptant un morceau de bois ou simplement assis à l'ombre de l'auvent. Quand elle apparaissait à l'horizon, il se levait et son visage changeait, s'éclaircissait, s'adoucissait. Clara le voyait et sentait chaque fois une douce chaleur l'envahir. Elle ne pouvait pas encore appeler cela de l'amour. Pas encore. Mais c'était quelque chose de proche, quelque chose d'effrayant et d'attirant à la fois. Ils parlaient de tout, de leur enfance, de leurs rêves, de la vie qu'ils imaginaient. Jessie lui racontait les endroits qu'il avait visités,
les villes traversées avec son père, les rivières où il pêchait, les nuits à la belle étoile où le ciel semblait si proche qu'on aurait pu le toucher. Clara écoutait, le souffle court. Elle n'était jamais allée bien loin de chez elle. Son monde se limitait à la ferme, aux ranchs voisins et à la petite ville à 20 miles de là. Mais quand Jessie parlait, le monde s'élargissait, devenait plus éclatant. « Avez-vous déjà vu l'océan » demanda-t-elle un jour. Jessie secoua la tête. « Non, mais j'aimerais bien. On dit qu'il est immense, tellement qu'on ne voit pas le bout. » Tata. « Je crois que ça me ferait peur, » avoua Clara. « Tant de haut sans savoir ce qu'il y a au fond. » Moi, je trouve ça beau, objecta Jessie, quand quelque chose est plus grand que soi, quand on comprend que le monde ne s'arrête pas à nos terres. Clara réfléchit. Vous voudriez vraiment partir ? Jessie garda le silence, le regard perdu au loin. Avant, oui, je pensais qu'il y avait quelque chose de mieux, au-delà de l'horizon. Mais maintenant, je ne suis plus si sûr. Pourquoi ? Demanda-t-elle doucement. Il se tourna vers elle, la regarda droit dans les yeux. Parce qu'il y a ici quelque chose pour lequel ça vaut la peine de rester. Clara sentit ses joues rougir. Elle détourna le regard, mais ne put retenir un sourire. Ne dites pas ça ? Pourquoi ? Parce que c'est dangereux. Pour qui ? Pour nous deux. Jessie tendit la main et effleura ses doigts, un contact prudent, presque imperceptible. Clara tressaillit, mais ne retira pas sa main. Sa paume était chaude, rêche, à cause des callosités. Elle sentait son pouls battre. Où était-ce le sien ? Elle ne savait plus. « Je n'ai pas peur, » dit-il doucement. « Moi si, » avoua Clara. « J'ai peur que mon père l'apprenne. J'ai peur que tout s'effondre. J'ai peur que... » Elle ne termina pas sa phrase. Jessie serra sa main un peu plus fort. « Que quoi ? » « Que je ne puisse plus m'arrêter, » murmura-t-elle. Il sourit, un sourire triste, compréhensif. « Moi non plus. » Ils restèrent ainsi quelques minutes, main dans la main, sans un mot. Le vent bruissait dans l'herbe, un oiseau criait au loin. Le monde autour d'eux était le même, rude, poussiéreux, impitoyable. Mais à cet instant, Clara se sentait en sécurité. Un jour, elle arriva au tout-puits plus tôt que d'habitude. Jessie n'était pas encore là. Clara mit pied à terre, attacha sa jument et s'assit sur la margelle pour attendre. Le silence était presque total, sans un souffle de vent. Elle ferma les yeux, offrant son visage aux rayons du soleil. Elle ne l'entendit pas arriver. Elle n'ouvrit les yeux que lorsque sa voix résonna. « Que tata ?» Clara se retourna. Jessie se tenait près de son cheval, souriante. Il tenait un petit paquet enveloppé dans un tissu. « Que tu demanda-t-elle. « Que tu répondit-il en s'approchant. Il lui tendit le paquet. Clara le prit avec précaution et déplia le tissu. À l'intérieur se trouvait une figurine en bois, un petit oiseau, sculpté avec un tel soin que chaque détail était visible. Les plumes, le bec, les serres. C'était la figurine qu'il taillait la dernière fois. « Que tu 105 » dit Clara, le regardant avec surprise. « Que tu es 106 » répondit Jessie. « Que tu es 107 » Clara fit glisser ses doigts sur la surface lisse du bois. Il était chaud, agréable au toucher. « Que tu tiens en titre ?»« Que tu tiens en 109 » l'interrompit-il. « Je voulais juste que vous ayez quelque chose qui vous rappelle moi. » Elle leva les yeux vers lui.
Il y avait une telle sincérité dans son regard gris qu'elle en eut le souffle coupé. « Coton, murmura-t-elle. Coton bien. » Clara enveloppa de nouveau la figurine dans le tissu et la rangea soigneusement dans sa sacoche de sel. Elle aurait voulu le serrer dans ses bras, se blottir contre lui dire qu'elle ressentait la même chose. Mais elle ne le pouvait pas. Pas encore. Ce jour-là, ils parlèrent cher de l'avenir. Jessie lui demanda de quoi elle rêvait. Clara réfléchit. « Quote, witrin, quote, winan, quote, witu pensir », dit-elle doucement. « Quote, iton, cessir ». Jessie hocha la tête. « Quote, witon, sitena, quote, witon, noividia », dit Clara. « Quote, witon, nim, quote, yiton, asubea », demanda Jessie. « Quote, witon, a dit. Quote, eto, un chute, eton, asus ». Clara le regarda longuement. « Quote, tu as un. » Jessie ne répondit pas tout de suite. Il regardait au loin, vers l'horizon où le ciel et la terre se confondaient. « Je vous choisirai, vous, dit-il enfin, même si cela devait me coûter tout le reste. » Ces mots frappèrent Clara comme une vague. Elle sentit ses yeux piquer. Elle se détourna pour qu'il ne la voyât pas. « Que t'inson, murmura-t-elle. « Que tu m'étonnes que tu viens, dit fermement Jessie. « Que tu yirtas. » Clara se tourna vers lui. Des larmes perlèrent à ses yeux, mais elle les retint. « Que tu yitras, que tu aimes, répondit-il calmement. « Que tu yitras, que tu t'en sourit Jessie. « Que tu. » Clara secoua la tête, mais sourit à travers ses larmes. « Cote intas. »« Cote uiti, » admit-il. « Cote utik. » Elle rit. Un rire doux, triste, mais sincère. « Cote uiat. » En rentrant chez elle ce soir-là, ces mots tournaient en boucle dans sa tête. « Cotua ». Elle les répétait encore et encore, comme une prière. Personne ne lui avait jamais dit une chose pareille. Personne ne l'avait jamais mise en premier. Elle avait toujours été une fille, une sœur, une aide, mais jamais un but, jamais un sens. Et Jessie voyait en elle précisément cela. À la maison, son petit frère, Tommy, l'accueillit. Un garçon de 14 ans, toujours sale, avec des cheveux en bataille et des yeux espiègles. « Cote Macana » demanda-t-il en l'aidant à descendre de cheval. « J'étais au puits », répondit Clara. « Encore ?» Tommy plissa les yeux. « Tu y vas souvent ces temps-ci. »« Il faut de l'eau », trancha Clara. « Allons, on a notre propre forage », insista son frère. « Tu rencontres quelqu'un là-bas ?» Clara sentit son cœur faire un bond. « Ne dis pas de bêtises. »« Ah, donc c'est vrai, » ricana Tommy. « Fais juste attention que père ne l'apprenne pas. Sinon, il t'enfermera à double tour. » Tommy, tais-toi, siffla Clara. Son frère rit et courut vers la maison. Clara resta près de l'écurie, serrant fermement les rênes. Ses mains tremblaient. Si même Tommy commençait à se douter de quelque chose, c'est qu'elle n'avait pas été assez prudente. Il fallait être plus discrète, venir moins souvent au puits, y passer moins de temps. Mais même en y pensant, elle savait qu'elle ne le pourrait pas. Pas maintenant. Pas après ce que Jessie avait dit. La semaine suivante, ce que Clara redoutait le plus arriva. Elle se dirigeait vers le puits, par le chemin habituel quand elle aperçut 2 cavaliers devant elle. Son cœur se serra. L'un d'eux était son père. L'autre, son frère aîné, Nathan. Il venait dans sa direction. Clara tira sur les rênes, arrêta sa jument. Elle tenta de se calmer, de réguler sa respiration. Son père s'approcha, la dévisageant d'un air sombre. « Où vas-tu » demanda-t-il. « Au puits, chercher de l'eau. »« Encore » Son père plissa les yeux. « Tu y traînes souvent, ces derniers temps. »« Mainta. »« On a besoin d'eau » répéta Clara, s'efforçant de parler d'une voix égale. « On a notre propre forage » intervint Nathan. « Pourquoi aller si loin ?»« L'eau y est plus pure » mentit Clara.
Son père la fixa longuement d'un regard inquisiteur. Puis, il hocha la tête. Côte 860, côte 860, ça, acquiesça Clara. Son père fit demi-tour et poursuivit sa route. Nathan s'attarda un instant, regardant sa sœur avec suspicion, mais ne dit rien. Puis, il suivit son père. Clara ne respira à nouveau que lorsqu'ils eurent disparu. Ses mains tremblaient si fort qu'elle peinait à tenir les rênes. C'était passé très près, trop près. Mais elle continua quand même sa route vers le puits. Jessie l'attendait déjà. En la voyant mettre pied à terre, il comprit que quelque chose n'allait pas. « Que t'au 662 » demanda-t-il en s'approchant. « J'ai croisé mon père en chemin, » dit Clara à voix basse. « Il m'a demandé où j'allais. » Jessie fronça les sourcils. « Qu'avez-vous répondu, hein ? » ?»« Que j'allais chercher de l'eau. Il m'a cru, mais j'ai peur que la prochaine fois, il ne me croie pas. » Jessie lui prit les mains, la forçant à le regarder. « Alors nous serons plus prudents. Venez moins souvent, à des heures différentes, ou c'est moi qui viendrai à vous. »« Non, » dit rapidement Clara. « S'il te voit sur nos terres, mon père tirera d'abord et posera les questions après. »« Alors quoi ?» demanda Jessie. « On arrête de se voir. » Clara secoua la tête. « Je ne sais pas. Je ne peux pas arrêter. Mais on ne peut plus continuer comme ça. » Jessie la serra contre lui. Clara ne résista pas. Elle se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Force, régulier, rassurant. « On trouvera une solution, » murmura-t-il. « Je te le promets. » Clara ferma les yeux, se laissant croire un instant que tout irait bien. Mais au fond d'elle, elle savait que, tôt ou tard, il devrait en choisir. Et ce choix briserait le cœur de quelqu'un, peut-être même le leur. Octobre amena les premiers froids. Le matin, l'herbe y était couverte de givre, et l'air devenait si transparent qu'on aurait dit qu'on pouvait voir jusqu'à l'horizon. Les feuilles des rares arbres jaunissaient et tombaient, recouvrant le sol d'un tapis roux. Les jours raccourcissaient, les nuits s'allongeaient et se rafraîchissaient. Clara venait au puits moins souvent, une fois par semaine, parfois moins. Son père la surveillait de plus près, lui posait plus de questions. Elle sentait son regard sur elle chaque fois qu'elle s'apprêtait à partir. Il fallait être plus prudente, plus inventive. Elle commença à se rendre en ville pour des courses, en faisant un détour par le puits, où elle partait à l'aube, prétextant vérifier les clôtures éloignées, et retrouvait Jessie au lever du soleil. Ces rencontres devinrent plus courtes, mais plus intenses. Chaque minute était précieuse. Il ne parlait presque plus de choses banales. Il parlait de ce qui comptait, de leurs sentiments, de l'avenir, de la douleur insupportable d'être séparés. Jessie rencontrait aussi des difficultés. Son père exigeait qu'il passe plus de temps au ranch qu'il aide aux travaux d'automne. Il fallait déplacer le bétail vers les pâturages d'hiver, réparer les enclos, préparer les réserves de foin. Le travail était abondant et s'éclipser devenait de plus en plus difficile. Mais il trouvait des moyens. Il se levait avant l'aube et se précipitait au puits, espérant que Clara pourrait aussi s'échapper. Parfois, elle était là. Parfois non. Mais il venait quand même, encore et encore, car même la plus infime chance de la voir valait tous les efforts. Un de ces matins froids d'octobre, ils se retrouvèrent au puits, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir. L'air était glacial, leur souffle se transformait en vapeur. Clara arriva émitouflée dans un vieux châle que sa mère lui avait tricoté des années auparavant. Jessie l'attendait, adossée à la margelle, vêtue d'une veste en cuir et d'un chapeau enfoncé sur les yeux. « Vous avez froid ?» demanda-t-elle en descendant de cheval. « Non, » répondit-il, bien que ses lèvres fussent pâles de froid. « Plus maintenant. » Clara s'approcha. Jessie la prit dans ses bras, et elle se blottit contre lui, cherchant sa chaleur.
Ils restèrent ainsi quelques minutes, sans un mot, sentant simplement la présence de l'autre. « Tu me manques », murmura Clara. « Chaque jour, chaque minute. »« Toi aussi », répondit Jessie en lui embrassant le sommet du crâne. « Je pensais que ce serait plus facile. Mais ça ne fait que devenir plus difficile. »« Peut-être devrions-nous arrêter ?» demanda-t-elle, sans croire elle-même à ses paroles. Avant qu'il n'arrive quelque chose de terrible, Jessie s'écarta, la regarda dans les yeux. Clara garda le silence, puis secoua la tête. « Que tu as dit-il fermement. Melly hocha la tête, et il la serra de nouveau dans ses bras. Clara ferma les yeux, essayant de graver ce moment dans sa mémoire. La chaleur de son corps, l'odeur de cuir et de cheval, les battements de son cœur contre son oreille. Tout cela était si réel, si tangible, qu'il semblait impossible que cela puisse un jour disparaître. Mais elle savait que c'était possible. Tôt ou tard, tout secret finit par être révélé. Une semaine plus tard, c'était la foire en ville. Clara s'y rendit avec sa mère et son petit frère. Ils achetèrent des provisions pour l'hiver. Farine, sel, sucre, tissu, la ville était animée, pleine de gens, de bruits et d'odeurs. Les marchands haranguaient les passants. Les enfants couraient entre les étals, et de la musique jouait quelque part. Clara suivait sa mère de boutique en boutique, l'aidant à choisir les marchandises. Tommy s'était enfui avec des amis, et sa mère se contenta de soupirer, sachant qu'il était inutile de le chercher. Elles terminèrent leurs achats vers midi et décidèrent de se reposer dans une petite auberge sur la rue principale. Clara était assise à une table, buvant un thé chaud, quand elle entendit une voix familière. Elle se retourna et vit Jessie. Il était au comptoir, parlant au propriétaire, en train de commander quelque chose. À côté de lui se tenait son jeune frère, un garçon d'environ 16 ans, qui ressemblait à Jessie en plus mince et plus anguleux. Le cœur de Clara s'emballa. Elle ne s'attendait pas à le voir ici. Comme s'il avait senti son regard, Jessie se retourna. Leurs yeux se croisèrent. La surprise traversa son visage, puis un léger sourire. Il lui fit un signe de tête, à peine perceptible, presque invisible pour les autres. Clara répondit de la même manière, s'efforçant de ne pas montrer son trouble. Sa mère, assise à côté d'elle et parcourant sa liste d'achats, ne remarqua rien. Jessie s'approcha, s'arrêta près de leur table. Il retira son chapeau et salua poliment la mère de Clara. « Bonjour, Madame Finch », dit-il calmement. Sa mère leva la tête, le regardant avec surprise. Puis son visage se figea. « MacGregor », dit-elle sèchement. « Oui, madame », répondit Jessie. « Jessie MacGregor. Pardon de vous déranger. Je voulais juste vous saluer. » Sa mère hocha la tête, mais ne répondit rien. Clara était assise, ne sachant où regarder. Jessie posa sur elle un regard long et significatif. « Bonne journée, mademoiselle Finch, » dit-il doucement. « À vous de même, monsieur MacGregor, » répondit Clara, essayant de garder une voix égale. Jessie remit son chapeau et s'éloigna. Clara le suivit du regard, le cœur serré. Sa mère posa sa liste et la regarda attentivement. « demanda-t-elle à voix basse. Clara secoua la tête. « Sa mère resta silencieuse un instant, puis soupira. « Côté concette, objecta Clara. « Côté batouance, nanmaz, dit fermement sa mère. « Côté nobsens. » Clara hocha la tête et baissa les yeux sur sa tasse de thé. Son cœur était lourd. Sa mère était une femme bonne, juste, mais même elle ne pourrait pas comprendre. Personne ne le pourrait. Le soir, de retour à la maison, Clara s'enferma dans sa chambre. Elle sortit de sous son oreiller l'oiseau en bois que Jessie lui avait offert.
Elle caressa la surface lisse, se remémorant son visage, sa voix, son contact. Elle ne pouvait plus vivre ainsi, se voir en cachette, craindre chaque regard, chaque mot. Mais elle ne pouvait pas non plus renoncer à lui. Il était devenu une partie de sa vie, une partie d'elle-même. Sans lui, le monde semblait gris, vide, dénué de sens. Il fallait prendre une décision. Mais laquelle? Quelques jours plus tard, Clara réussit de nouveau à se rendre au puits. Jessie l'attendait, agitée, tendue. Dès qu'elle mit pied à terre, il s'approcha d'elle. « Il faut qu'on parle, » dit-il sérieusement. « De quoi ?» demanda Clara, sentant l'anxiété monter. Côte-motre. Ils s'assirent sur un sur la margelle. Jessie prit ses mains dans les siennes et la regarda droit dans les yeux. « Je ne peux plus continuer comme ça, » dit-il. « Je ne peux plus te voir en cachette, comme si nous faisions quelque chose de honteux. Je veux que tout le monde le sache. Je veux que tu sois ma femme. » Clara eut le souffle coupé. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Jessie, je suis sérieux, » continua-t-il. « Je vais parler à mon père. Je lui dirai tout. Oui, il sera furieux. Oui, il y aura un scandale. Mais tôt ou tard, il s'y fera. Il le devra. » « Et s'il refuse ?» murmura Clara. « S'il te chasse, te déshérite ?»« Alors je partirai, » dit fermement Jessie. « Je trouverai du travail. Je construirai une maison, quelque part loin d'ici où personne ne nous connaît, et nous commencerons une nouvelle vie, ensemble. » Clara le regardait, n'arrivant pas à croire ce qu'elle entendait. Il lui offrait tout. Il risquait tout pour elle. « Et ta famille, tes terres, tout ce que tu as connu depuis l'enfance? » « À quoi bon tout ça si tu n'es pas à mes côtés ?» demanda Jessie. « Je peux vivre sans terre, sans argent, mais je ne peux pas vivre sans toi. » Des larmes coulèrent sur les joues de Clara. Elle ne les retint pas. « C'est de la folie. »« Je sais, » sourit-il à travers ses propres larmes. « Mais c'est notre folie. » Annie. Clara le serra dans ses bras, fort, désespérément. Il la pressa contre lui, embrassant ses cheveux, son front, ses joues. « Dis oui, » murmura-t-il. « S'il te plaît. » Clara s'écarta, le regarda dans les yeux. « Cote 925, » dit-elle. « Cote 922. » Jessie sourit, si largement, si sincèrement, que Clara sentit son cœur se remplir de chaleur. Il l'embrassa, tendrement, prudemment, comme s'il craignait de lui faire mal. Clara répondit à son baiser, oubliant tout le reste. Les familles, la querelle, la peur. À cet instant, il n'y avait que deux. Quand ils se séparèrent, Jessie colla son front contre le sien. « Côte 923, oui, » dit-il. « Côte 924. » Clara hocha la tête, bien que la terreur la saisisse. « Côte 925. Côte 926, dit fermement Jessie. « Côte 927. Côte 928, » répondit Clara. Ils restèrent longtemps assis près du puits, main dans la main, à planifier leur avenir. Ils parlaient de l'endroit où ils iraient s'ils devaient partir, de la maison qu'ils construiraient, des enfants qu'ils auraient un jour. Tout cela semblait à la fois impossible et si proche qu'on aurait pu le toucher. En partant, Clara se retourna. Jessie était près du puits, la suivant du regard. Et pour la première fois, elle ne ressentait pas de peur, seulement de l'espoir. À la maison, elle trouva son père dans la grange. Il réparait un harnais, sifflotant un air. En voyant sa fille, il hocha la tête. « Que 999, demanda-t-il. Clara prit une profonde inspiration.
Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre dans tout le voisinage. Côte 930, mon secours, mon antinti. Il posa ses outils et la regarda attentivement. Côte en train, Clara rassembla tout son courage. Côte en deux. Le visage de son père changea. La méfiance fit place à l'intérêt. C'est comme... Qui est ça? Je le connais. Clara déglutit. Jesse McGregor. Le silence fut assourdissant. Son père se figea comme pétrifié. Puis son visage se tordit de fureur. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Je l'aime, » répéta Clara, s'efforçant de ne pas trembler. « Cotenonxette. » Son père se leva lentement. Ses yeux brûlaient de colère. « Cotenonxette, Cotenonxette, » objecta Clara. « Cotenonxette, Cotenonxette, » hurla son père. « Cotenonxette, Cotenonxette, » dit doucement Clara. Cotenard, son père fit un pas vers elle, et Clara recula involontairement. Côté Goyino, siffla-t-il entre ses dents. Côté Nokikono, côté Nana, dit Clara, bien que sa voix trembla. Côté Martino, côté Gandhi, aboya son père. Côté Nanson, les larmes coulaient mentes sur les joues de Clara, mais elle ne cédait pas. Côté ancien, son père la saisit par les épaules, la secoua. Côté Ophitas, Clara le regardait à travers ses larmes, le cœur en miettes. Côté 963, murmura-t-elle. Côté Nantes. Son père la repoussa, tourna les talons et sortit de la grange en claquant la porte. Clara tomba à genoux, en sanglots. Le monde entier s'écroulait autour d'elle. Mais elle le savait. Le choix était déjà fait. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Clara ne dormit pas de la nuit. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond, écoutant le vent gratter à la fenêtre. La maison était silencieuse. Tout le monde dormait depuis longtemps. Mais elle ne le pouvait pas. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, sans lui laisser de répit. Le visage de son père, son regard furieux. Ces mots qui avaient frappé plus fort que n'importe quel coup. Quoique elle savait qu'il ne plaisantait pas. Son père était un homme de parole. S'il le disait, il le ferait. Si elle partait avec Jessie, sa famille la renierait. Pour toujours. Clara se tourna sur le côté, serrant son oreiller. Les larmes avaient séché, mais un vide subsistait à l'intérieur, un vide froid, lourd, qui lui oppressait la poitrine. Elle aimait sa famille, sa mère qui lui avait appris à cuisiner et à coudre, qui lui racontait des histoires tombées avant de dormir quand elle était petite. Ses frères, même le jeune Tommy avec ses blagues stupides et sa saleté perpétuelle. Même son père, sévère, dur, mais honnête. Il n'avait jamais été tendre, mais elle savait qu'il l'aimait à sa manière. Et maintenant, elle devait choisir. Sa famille ou Jessie. Et le choix était déjà fait. Le matin, Clara se leva tôt, se lava à l'eau et eau froide du pichet, s'habilla. Elle rassembla dans un petit sac le strict nécessaire. Une robe de rechange, un châle chaud, un peu de nourriture, l'oiseau en bois que Jessie lui avait offert. Elle ne prit rien d'autre. Elle ne voulait pas passer pour une voleuse dans sa propre maison. Sa mère était déjà dans la cuisine, en train de pétrir la pâte. En voyant Clara avec son sac, elle s'arrêta. « Où vas-tu » demanda-t-elle doucement. Clara ne put mentir. « Je m'en vais, maman. » Le visage de sa mère blêmit. Avec lui, « Oui, Mansati. » Sa mère s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha. Des larmes perlaient à ses yeux. « Tu vas vraiment le faire? Nous abandonner pour un McGregor ?»« Je ne vous abandonne pas, » murmura Clara. « Je choisis simplement ma vie, mon amour. »« Mais tu sais ce qui va se passer, » dit sa mère en lui saisissant les mains. « Ton père ne pardonnera pas, jamais. »« Je sais. »« Et tu pars quand même. » Clara hocha la tête, retenant ses larmes. « Pardonne-moi, maman. Je ne veux pas vous faire de mal, mais je ne peux pas vivre sans lui. »
Sa mère la serra dans ses bras, fort, désespérément, comme pour la retenir à jamais. Clara se blottit contre elle, respirant l'odeur familière du pain, du savon et des herbes. Kotonasangu murmura sa mère à travers ses larmes. Kotenaswasnami. Clara ne put plus se retenir. Elle éclata en sanglots, le visage enfoui dans l'épaule de sa mère. Elles restèrent ainsi quelques minutes, pleurant toutes seules les deux, sachant que cet adieu pourrait être le dernier. Puis Clara s'écarta, essuya ses larmes. « Ketinsa », dit-elle. « Que te note-t-on. » Sa mère hocha la tête, bien qu'elles sussent toutes deux que les lettres n'arriveraient probablement jamais. Son père ne le permettrait pas. Clara quitta la maison sans se retourner. Elle sella sa jument, attacha son sac. Son cœur battait si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. Elle tira sur les rênes et se dirigea vers le puits, là où elle avait promis de retrouver Jessie. Jessie l'attendait. Il se tenait près de son cheval, tendu, pâle. En voyant Clara, il se précipita vers elle. « Kotnesenta » souffla-t-il en l'aidant à descendre. « J'avais peur que tu changes d'avis. »« Monkey. »« Je n'ai pas changé d'avis, » dit Clara. « J'ai parlé à mon père. Il m'a interdit de te voir. Il a dit que si je partais, je serais morte pour lui. » Le visage de Jessie s'assombrit. Clara vit un bleu sombre sur la pommette de Jessie et le toucha délicatement. Dit-il. Il la serra dans ses bras. Clara ferma les yeux, s'autorisant un instant de sécurité. « Où allons-nous » demanda-t-elle doucement. « Vers l'ouest, » répondit Jessie. « Il y a une ville là-bas, Silverton. Petite, mais en pleine croissance. On m'y signe à proposer un travail il y a 6 mois, à la scierie. J'avais refusé, mais je pense que l'offre tient toujours. On y sera en 2 jours. On trouvera un logement, je trouverai du travail. On se mariera à l'église du coin. »« Et l'argent » demanda Clara. « On en aura assez ?» Jessie hocha la tête. « J'ai quelques économies. Ça suffira pour le début. Après, on se débrouillera, ensemble. » Clara sourit à travers ses larmes. Ensemble. Ils montèrent à cheval et partirent, sans se retourner. Devant eux s'étendait la route, longue, inconnue, effrayante. Mais ils étaient 2, et c'était tout ce qui comptait. Ils passèrent la première nuit à la belle étoile. Ils s'arrêtèrent au-dessus près d'un petit ruisseau, firent un feu. Jessie étendit des couvertures, sortit la nourriture qu'il avait emportée, du pain, du fromage, de la viande séchée. Ils mangèrent en silence, écoutant le crépitement du feu et le bruissement du vent. « Que t'en demanda Jessie, fixant les flammes. « Que tenez s'étonna Clara. « D'être parti, d'avoir tout abandonné. » Clara resta silencieuse un instant, puis secoua la tête. « Non, je regrette seulement d'avoir fait de la peine à ma mère, mais je ne te regrette pas. » Jessie lui prit la main, entrelaça leurs doigts. « Je te rendrai heureuse. Promis. Peut-être pas tout de suite. Ce sera peut-être difficile, mais je ferai tout mon possible. »« Je suis déjà heureuse, » dit doucement Clara, « parce que je suis avec toi. » Il se pencha et l'embrassa. Longuement, tendrement, comme pour lui transmettre tous les mots qu'il ne pouvait prononcer. Clara répondit à son baiser, passant ses bras autour de son cou. Le monde autour d'eux cessa d'exister. Il n'y avait que cette nuit, ce feu, cet homme à ses côtés. Ils s'endormirent sous la même couverture, blottis l'un contre l'autre. Clara écoutait les battements du cœur de Jessie, sa respiration dans le sommeil. Et pour la première fois depuis des jours, elle se sentit en paix. Le 2e jour, ils chevauchèrent de l'aube et au crépuscule. La route était longue, poussiéreuse. Les voyageurs qu'ils croisaient les regardaient avec curiosité, mais sans poser de questions. Le soir, ils arrivèrent à Silverton.
La ville était petite, mais animée. Des maisons en bois s'alignaient le long de la rue principale, au centre de laquelle se dressait une église au haut clocher. Il y avait des magasins, une auberge, un saloon, d'où s'échappaient nés de la musique et des rires. Une odeur de bois fraîchement scié, de fumée et de chevaux flottait dans l'air. Ils s'arrêtèrent dans une petite pension. La propriétaire, une femme corpulente d'âge moyen, au visage bienveillant, leur loua une chambre au premier étage. Elle était petite mais propre. Un lit, une table, une chaise, une bassine. Clara posa son sac et s'assit sur le bord du lit. Elle était si fatiguée qu'elle ne sentait plus ses jambes. Jessie s'assit à côté d'elle, lui passant un bras autour des épaules. « Demain, j'irai à la scierie. Je me renseignerai pour le travail. Ensuite, on trouvera un prêtre et on se mariera. » Clara hocha la tête, se blottissant contre lui. « J'ai peur, avoua-t-elle. J'ai peur qu'on n'y arrive pas. »« On y arrivera, » dit fermement Jessie. « Je ne nous laisserai pas échouer. » Elle le croyait. Elle devait le croire. Sinon, tout cela n'avait aucun sens. Le matin, Jessie partit chercher du travail. Clara resta dans la chambre, fit sa toilette, lava leurs vêtements et les étendit pour les faire sécher. Puis elle sortit se promener en ville. Les gens ici étaient différents. Pas aussi familiers que chez elle, mais pas hostiles non plus. Juste des inconnus. Elle acheta du pain et des légumes dans une boutique et retourna à la pension. Jessie revint vers le soir. Son visage était fatigué, mais satisfait. « Côte 19 » dit-il en entrant. « Côte 1000 » Clara se jeta à son cou. « Côte 1000, côte 1000 » sourit Jessie. « Côte 1003 » Elle rit. Pour la première fois depuis des jours, elle riait, pleurait, l'embrassait. Les choses se mettaient en place. Peut-être pas parfaitement, mais elles se mettaient en place. 3 jours plus tard, ils se marièrent. La cérémonie fut brève, modeste. Il n'y avait personne dans l'église, à part le prêtre et 2 témoins, des vieillards, qui avaient accepté d'aider pour quelques pièces. Clara portait une robe simple, Jessie une chemise et un pantalon propre. Mais quand le prêtre demanda « Quote 104 » et que Jessie répondit « Quote 105 », Clara sentit son cœur déborder de bonheur. Ils sortirent de l'église, mari et femme. Personne ne les félicita. Il n'y eut ni musique, ni danse, ni fête. Mais ils n'en avaient pas besoin. Ils marchaient dans la rue, main dans la main, souriant comme des enfants. « Madame McGregor » dit Jessie en lui baisant la main. « Ça sonne bien, non ?»« C'est étrange, » avoua Clara, « mais c'est juste. » Il rit et la prit par la taille. « Maintenant, tu es à moi pour toujours. » « Et tu es à moi, » répondit-elle, « pour toujours. » Ils retournèrent à leur chambre, fermèrent la porte derrière eux. Et cette nuit-là, le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait que leur amour, pur, vrai, qui valait tous les sacrifices. Une semaine plus tard, ils emménagèrent dans la maison à la périphérie. Elle était en effet minuscule. Juste 2 pièces, une cuisine et une chambre. Le toit fuyait par endroits, le plancher grinçait, la cuisinière fumait. Mais Clara ne se plaignit pas. Elle nettoya, lava, suspendit des rideaux qu'elle avait cousus elle-même. Jessie répara le toit, la cuisinière, construisit des étagères. La vie était dure. L'argent suffisait à peine pour le nécessaire. Jessie travaillait du matin au soir, rentrait épuisée, les mains couvertes de callosité. Clara cousait sur commande, vendait les légumes du potager qu'elle avait planté derrière la maison. Ils économisaient surtout, mais ne se plaignaient pas, parce qu'ils étaient ensemble. Et c'était l'essentiel. Le soir, ils s'asseyaient près du feu, parlaient de l'avenir. De la façon dont ils économiseraient pour acheter leur propre terre, construire une grande maison.
Des enfants qu'ils nommeraient en l'honneur de leurs parents, malgré tout, de la possibilité que, peut-être un jour, leur famille leur pardonnerait. Clara ne savait pas si cela arriverait, mais elle y croyait. Elle devait y croire, car sans la foi, il n'y avait aucune raison de continuer. 2 mois passèrent. Un matin, Clara se réveilla avec la nausée. Elle courut dehors et vomit derrière la maison. Jessie, effrayée, voulut appeler un médecin. Mais Clara le rassura, lui disant que tout allait bien. Elle savait ce que cela signifiait. Elle reconnaissait tous les signes que sa mère lui avait décrits autrefois. Elle était enceinte. Le soir, elle l'annonça à Jessie. Il ne comprit pas tout de suite, puis ses yeux s'écarquillèrent, et son visage s'illumina d'une telle joie que Clara rit à travers ses larmes. « Kutein traiti » demanda-t-il en la serrant dans ses bras. « Kutemin 14 ans, kutemin 15, répondit-elle. Jessie la souleva dans ses bras, la fit tourner. Il riait, pleurait, l'embrassait. Puis il la reposa doucement, comme s'il craignait de lui faire du mal. « Kutemin cette costière, murmura-t-il. « Kutemin kuteminiti, tax, sourit Clara. « Kutemin. » Et à cet instant, elle comprit. Ils avaient fait Tivelo le bon choix. Malgré tout, malgré la douleur, les sacrifices, les pertes, ils avaient choisi l'amour. Et l'amour leur donnait une nouvelle vie. Le printemps arriva tôt cette année-là. La neige fondit dès février, et en mars, la terre était déjà prête à recevoir les semences. Clara travaillait dans son potager, malgré son ventre arrondi. Jessie grognait, lui demandant de se reposer davantage, mais elle ne faisait que rire. Le travail l'aidait à ne pas penser à ce qu'elle avait laissé derrière elle, à la famille qu'elle avait perdue, à sa mère qu'elle n'avait jamais revue. Parfois, la nuit, quand Jessie dormait, Clara restait les yeux ouverts et pensait à sa maison. Se demandait si ses frères se souvenaient d'elle, si sa mère lui avait pardonné, ou si son père avait interdit jusqu'à ce que l'on prononce son nom. Ses pensées lui faisaient mal, une douleur profonde et sourde, mais elle avait appris à vivre avec, car à côté, il y avait une autre vie, celle qu'elle avait choisie. Jessie continuait de travailler à la scierie. Le travail était dur, dangereux. Il rentrait avec de nouveaux bleus, de nouvelles coupures, parfois si fatigué qu'il peinait à atteindre son lit. Mais il ne se plaignait pas. Il mettait de côté chaque centime gagné dans une boîte en fer blanc cachée sous une lame du plancher. Ils économisaient pour l'avenir, pour l'enfant. L'argent s'accumulait lentement, mais sûrement. En avril, il y en avait assez dans la boîte pour acheter un berceau et des vêtements de bébé. Clara cousit elle-même les langes avec de vieux tissus propres. Jessie sculpta des jouets en bois, un cheval, un oiseau, un petit ours. Chaque soir, il collait son oreille contre son ventre, écoutait le bébé bouger et souriait comme s'il assistait à un miracle. « Tu penses que ce sera qui ?» demanda-t-il un jour. « Un garçon ou une fille ?»« Je ne sais pas, » répondit Clara en caressant son ventre. « Mais je veux qu'il soit en bonne santé. Le reste n'a pas d'importance. »« Si c'est un garçon, on l'appellera William, en l'honneur de mon grand-père, » dit Jessie, pensif. C'était un homme bon, le seul de la famille qui ne gardait pas de rancune. « Et si c'est une fille ?» demanda Clara. Jessie la regarda avec tendresse. « Rose, en l'honneur de ta mère. » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Sa mère s'appelait Rose. Elle ne pensait pas que Jessie s'en souviendrait. Elle n'avait mentionné son nom qu'une ou deux fois. « Tu t'en souviens ?» murmura-t-elle. « Je me souviens de tout ce que tu m'as dit, » répondit-il en l'embrassant sur le front. L'enfant naquit en mai, au petit matin, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir. L'accouchement fut difficile, long. Jessie attendait derrière la porte, la tête entre les mains, écoutant les cris de Clara, et pensant qu'il allait devenir fou. La sage-femme, une vieille femme nommée Madame Hall, lui dit de ne pas rester dans ses jambes et d'attendre dehors.
Il obéit, bien que chaque gémissement de Clara le transperçât. Quand enfin un cri retentit, fort, indigné, vivant, Jessie bondit sur ses pieds. Madame Hall sortit de la chambre, s'essuyant les mains sur son tablier. « Côte un fiantre-moi » dit-elle en souriant, côté litroin. Jessie se précipita dans la chambre. Clara était allongée sur le lit, pâle, épuisée, mais vivante. Dans ses bras, elle tenait un petit paquet enveloppé dans un lange blanc. Elle leva les yeux vers lui, et son regard brillait d'un tel amour qu'il en eut le souffle coupé. « Cote 1032 » murmura-t-elle. « Quota 1033 » Jessie s'approcha, s'agenouilla près du lit. Il regarda le paquet. Un visage minuscule, ridé, rouge, avec les yeux fermés. De tout petits doigts serrés en poing. Il toucha délicatement un doigt, et le poing s'ouvrit, agrippa son doigt, le tenant fermement. « Elle est si petite » murmura Jessie, incapable de détacher son regard. « Et forte » ajouta Clara, « comme sa grand-mère. » Jessie embrassa Clara, puis déposa un baiser délicat sur le front de sa fille. « Merci, » dit-il. « Merci de me l'avoir donnée, de me vous avoir donné toutes les deux. » Clara sourit, bien que ses yeux fussent pleins de larmes. « Nous sommes une famille maintenant, une vraie famille. »« Oui, » acquiesça Jessie, « une vraie. » Les premiers mois chez moi furent difficiles. Rose pleurait que la nuit, ne dormait presque pas. Clara se levait toutes les 2 heures, la nourrissait, la berçait, la recouchait. Jessie aidait comme il le pouvait. Il changeait que les langes, portait sa fille dans ses bras, lui chantait que les berceuses de son enfance. Ils étaient épuisés, en manque de sommeil, se disputant parfois pour des broutilles. Mais chaque fois que Rose souriait, un sourire édenté et radieux, toutes les difficultés s'envolaient. Jessie continuait de travailler, mais il essayait de ne plus rentrer tard. Il se dépêchait de rentrer chez lui, auprès de sa femme et de sa fille. Son patron remarqua ses efforts et augmenta son salaire. L'argent suffisait maintenant non seulement pour la nourriture, mais aussi pour mettre de côté. Le rêve de leur propre terre se rapprochait. Clara cousait le soir, quand Rose dormait. Elle prenait des commandes des femmes de la ville, des robes, des chemisiers, des rideaux. Elle gagnait peu, mais chaque centime comptait. Ils travaillaient ensemble, se soutenaient, partageant les joies et les peines. La vie n'était pas simple, mais c'était la leur, et c'était tout ce qui importait. Quand Rose eut 6 mois, un événement inattendu se produisit. Clara était en ville, achetant du tissu pour une nouvelle commande, quand elle entendit une voix familière. Quote 1042. Elle se retourna et vit son petit frère, Tommy. Il avait grandi, était devenu plus grand, plus large d'épaules, mais ses yeux étaient restés les mêmes, espiègles, bienveillants. Clara se figea. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que toute la rue pouvait l'entendre. « Kot mitatra » murmura-t-elle. Son frère s'approcha prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « C'est vraiment toi. J'ai cru avoir une vision. Yanneji ici. »« C'est moi, » hocha la tête Clara. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai apporté du grain à vendre. C'est Père qui m'a envoyé, » répondit Tommy. Puis son regard tomba sur Rose, que Clara tenait dans ses bras, enveloppée dans un châle. « C'est ta fille ?» Clara acquiesça. « Oui, elle s'appelle Rose. » Tommy s'approcha doucement, regarda le visage de l'enfant. Rose dormait, son petit nez sifflant légèrement. Le visage de son frère s'adoucit. « Côté 1050, côté 1051, dit doucement Clara. Ils restèrent sans silencieux quelques secondes, ne sachant que dire. Puis Tommy demanda « Cote 1052 ». Clara le regarda, surprise par la question. « Côté 1053 ».
Tommy hocha la tête. Que te mis 54? Que te mis 55? Demanda prudemment Clara. Que te mis 56? Le visage de Tommy devint sérieux. Que te bien 57? Clara sentit ses yeux piquer. Que te bien 59? Clara hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Cote 1060. Tommy secoua la tête. Cote 1061. Des larmes coulèrent sur les joues de Clara. Elle fit un pas en avant et serra son frère dans ses bras, avec sa main libre. Tommy la serra en retour, fort, fraternellement. Cote 1062, murmura Clara. Cote 1063. Cote 1064, promit Tommy. Mana cote 1065. Ils se séparèrent. Tommy regarda une dernière fois Rose et sourit. Cote 1066. Cote 1067, répondit Clara, sans y croire vraiment. Tommy tourna les talons et s'éloigna. Clara le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Puis elle serra Rose plus fort contre elle et rentra à la maison. Le soir, elle raconta à Jessie sa rencontre avec son frère. Il l'écouta en silence, lui tenant la main. « Cote 1068 » demanda-t-il quand elle eut fini. « Cote 1069 » avoua Clara. « Cote 1070 » Jessie la serra contre lui. « Cote 1071 » « Cote 1172 » acquiesça Clara. « Cote 1168 » Jessie l'embrassa sur la tempe. Plus que suffisant. Un an passa. Rose fit ses premiers pas, prononça ses premiers mots. Jessie obtint une promotion, devint contremaître à la scierie. Son salaire augmenta. Ils avaient économisé assez pour verser un acompte sur un petit terrain à la périphérie de la ville. Ils commencèrent à construire une maison, une vraie grande, avec 3 chambres et une véranda. La vie s'améliorait. Lentement, mais sûrement. Ils se faisaient nain des amis, devenaient une partie intégrante de la communauté. Les gens de la ville les connaissaient comme un couple travailleur, de bons voisins. Personne ne posait de questions sur leur passé, sur les familles qui les avaient reniés. Ici, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était ce qu'ils étaient maintenant. Un soir d'été chaud, alors que Rose dormait déjà et qu'ils étaient assis sur le perron de leur maison inachevée, Jessie demanda « Cote 1915 ?» Clara regardait les étoiles, un sourire pensif aux lèvres. « Cote 1916 ?» Cote 1917 demanda doucement Jessie. Clara se tourna vers lui prit la main. Cote 1917 Jessie la serra contre lui et l'embrassa. « Je t'aime, dit-il, depuis ce jour au puits, et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » « Moi aussi je t'aime, » répondit Clara, « pour toujours. » Ils restèrent en silence, main dans la main, à regarder les étoiles. Au loin, un coyote hurlait, le vent bruissait dans l'herbe. Le monde était immense, imprévisible, parfois cruel. Mais à cet instant, il était à eux, et c'était suffisant. Plusieurs années passèrent encore. La maison fut terminée. Un deuxième enfant naquit, un garçon, qu'ils appelèrent William comme prévu. Jessie ouvrit sa propre entreprise, un petit atelier où il fabriquait des meubles sur commande. Clara continuait de coudre, mais passait maintenant plus de temps avec ses enfants. Un automne, alors que les feuilles jaunissaient et tombaient, Clara reçut une lettre. L'adresse lui était familière, celle de Tommy. Elle ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes, et lut. Côte-moi. Clara relut la lettre encore et encore, les larmes coulant sur ses joues. Jessie s'approcha, lut par-dessus son épaule. Il la serra dans ses bras. « Vas-y, » dit-il doucement. « Je resterai avec les enfants. Vas-y, dis-lui au revoir. » « Et si père ne me laisse pas entrer? Alors tu essaieras de nouveau, mais tu dois essayer. Sinon tu le regretteras toute ta vie. » Clara hocha la tête.
Le lendemain, elle prit le train et rentra chez elle. La maison de son enfance lui parut plus petite que dans ses souvenirs, plus vieille. La peinture s'écaillait, le perron s'affaissait. Mais l'arbre dans la cour, sous lequel elle jouait enfant, était toujours là, majestueux et déployé. Clara mit pied à terre, attacha le cheval qu'elle avait loué à la gare. Son cœur battait si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. Elle s'approcha de la porte, leva la main et frappa. Nathan ouvrit. En la voyant, son visage se fit de pierre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venue pour maman, » dit doucement Clara. Tommy a mis écrit qu'elle était malade. Nathan resta dans l'embrasure, lui barrant le passage. Nathan resta silencieux un instant, puis s'écarta. Elle est dans la chambre. Mais si père rentre, tu pars tout de suite. Sans chichi. Clara hocha la tête et entra. Tout était familier. L'odeur, les bruits, même le grincement du plancher sous ses pieds. Elle se dirigea vers la chambre de ses parents et ouvrit la porte. Sa mère était allongée dans le lit, pâle, maigre, presque transparente. Mais en voyant sa fille, ses yeux s'illuminèrent. « Clara, » murmura-t-elle, « tu es venue. » Clara se précipita vers elle, tomba à genoux près du lit, lui prit la main. « Je suis venue, maman. Je suis là. » Sa mère lui caressait les cheveux, pleurant doucement, heureuse. « Tu m'as tellement manqué, chaque jour, chaque nuit. »« Toi aussi, » sanglotait Clara. « Tellement. » Elles parlèrent longtemps, longtemps. Clara lui raconta sa vie, Jessie, les enfants. Elle lui montra une photo de Rose et de William qu'elle avait apportée. Sa mère la regardait, souriant à travers ses larmes. « Que te maison, que te kinchen, que demanda Clara. « Que te netia, répondit sa mère. « Que ton instrument. » Elles passèrent plusieurs heures ensemble, puis sa mère, fatiguée, s'assoupit. Clara resta assise près d'elle, lui tenant la main, ne voulant pas la lâcher. Quand son père rentra, Nathan prévint Clara. Elle embrassa sa mère sur le front, murmura « Cote 104 » et sortit par la porte de derrière pour ne pas le croiser. Sa mère mourut une semaine plus tard. Tommy écrivit à Clara, mais elle ne se rendit pas à l'enterrement. Elle savait que son père ne voudrait pas la voir. Elle ne voulait pas provoquer de scène un jour pareil. À la place, elle se rendit à l'église de Silverton, alluma un siège et pria. Et elle pardonna à son père. Pour tout, parce que garder de la rancœur était trop lourd. La vie était trop courte pour la haine. Les années passèrent, les enfants grandirent. Rose devint une belle jeune fille au cœur bon et au caractère fort. William, un garçon sérieux, passionné par les livres d'été et le métier de son père. Jessie et Clara vieillirent ensemble, main dans la main, regardant les couchers de soleil, se remémorant ce jour au puits où leur histoire avait commencé. Ils n'étaient pas riches, ils n'étaient pas célèbres. Mais ils étaient heureux, vraiment, profondément, inconditionnellement heureux. Parce qu'ils avaient choisi l'amour quand le monde exigeait la haine. Et l'amour leur avait donné plus qu'ils n'auraient jamais pu rêver. Et le vieux puits, à la lisière des deux propriétés, était toujours là. L'eau où y était toujours pure et glacée. Et parfois, quand Jessie et Clara y retournaient, juste comme ça pour le souvenir, ils s'asseyaient sur la margelle, se tenaient la main et se rappelaient comment tout avait commencé. Par un regard, un mot, un choix qui avait tout changé.